Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 216. Au programme de cette semaine, c'est la rentrée dans la compétition avec le test shakedown MotoGP à Sepang et le test officiel de Sepang qui viennent de se terminer au moment où on enregistre avec l'équipe et qui donc lance pour nous ce podcast, donc la saison 2026. On va donc parler dans cet épisode 216 des petites catégories que sont le Moto 3 et le Moto 2 pour la saison qui s'annonce. Et ce soir, j'ai l'honneur d'être accompagné par notre ami Automne. Salut Automne. Salut. Le breton Gueno. Salut Gueno. Salut. Salut. Et un nouveau titulaire qui nous rejoint. Il a fait beaucoup de remplacements l'année dernière. On l'apprécie beaucoup. Salut Nico. Salut tout le monde et très content de rejoindre, d'avoir converti la période d'essai en CDI visiblement. Merci beaucoup pour la confiance. C'est ça. Mais je te rappelle que le salaire est toujours de 0. Ouais, c'est un CDI à titre honorifique. Hein. Donc je suis très heureux de vous avoir avec moi et donc tout de suite on peut parler d'une des catégories qui est souvent très très animée et qui est une des plus passionnantes pour ceux qui veulent bien s'y intéresser un petit peu. C'est la catégorie d'entrée dans le mondial, c'est le Moto 3. Et du coup cette année on va avoir quand même 5 équipes qui rouleront en Honda. Donc on aura MLAV Racing, Honda Team Asia, Léopard, Vacolt, Sniper et 658 et 8 teams qui sont équipés de KTM ou Rebel J KTM, donc Aspar, Tech 3, AIO forcément, le CIP, Boé Motorsport, MT Helmet MSI, Level Up MTA et Intact GP. On peut éventuellement commencer par les départs arrivés. Donc déjà, on a Rueda, champion du monde en titre 2025, qui passe en Moto 2. Il est remplacé par Brian Uriarte dans le team Ajo, donc un des plus gros teams du plateau. On a Guido Pini et David Almanza qui échangent leur place chez Intact GP et Léopard. On a Marco Morelli qui va remplacer Denis Foggia chez Aspar. Donc Marco Morelli qu'on a beaucoup vu l'année dernière et qui cette fois prend du coup une place de titulaire sur la grille. Rico Salmela que je ne connais pas du tout, finlandais qui arrive chez Tech 3 et va remplacer le malheureux Rulstone qui n'a pas trouvé de place sur la grille pour continuer son aventure en mondial. Joël Kelso lui part chez MLAV Racing, il est remplacé chez MTA par Joel Esteban qui lui revient à plein temps en mondial. On a Adrian Cruces, j'espère que c'est la bonne prononciation, qu'on a vu plusieurs fois l'an dernier, qui signe aussi comme titulaire chez CIP. On peut signaler le départ de Buasri et Furusato dans Honda Team Asia, donc qui renouvellent leur line-up avec les arrivées de Zen Mitani et de Veda Pratana. J'espère que vous êtes plus armés que moi sur ces deux pilotes que je ne connais que très peu. Et Jesus Rios va remplacer Ricardo Rossi, enfin. Je sais pas qui a mis enfin, c'est pas très sympa. Chez Sniper. Donc voilà pour le tour. Donc on peut citer aussi donc le petit rookie Kazi O'Gorman qui arrive chez 658 et Hakim Danish qui arrive chez MT Helmet MSI ainsi que Léo Ramenstorfer, excusez-moi de la prononciation, qui est autrichien et qui arrive chez 658 sur une Honda, comme quoi on peut être autrichien et rouler sur Honda. C'est rigolo. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser un peu la main si vous avez envie de prendre la parole sur ce tour de rookie, sur ces changements qui ont lieu un peu de pilote et de team. Peut-être Gueno pour commencer. Bon, déjà, je suis en train de me rendre compte que j'avais pas percuté que Luneta était parti, et ça me rend triste. Voilà. Je viens de le découvrir à l'instant, j'ai pas fait mes devoirs. Et sinon, Si non. tu veux, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Non, du tout. Non, mais ça va, c'est compensé par le fait que Ricardo Rossi s'en va. Ça fait, voilà. Je suis plutôt content, on est à l'équilibre. Non, après, j'ai des choses que j'ai hâte de voir, genre
Guido Pini, je me dis qu'une nouvelle moto, ça va peut-être pouvoir l'aider parce que l'année dernière, il a montré de belles choses, mais sans vraiment concrétiser. Et je me dis que chez Léopard, ça peut lui faire du bien parce que c'est quand même une équipe très solide qui a eu des bons résultats. Et pareil avec Morelli, je suis content de le voir arriver chez Aspar, qui est une équipe qui performe très très fort ces dernières années. Donc ça, c'est les deux points qu'on va dire que j'ai le plus hâte de voir. Et mais ça, je laisserai Automne en parler. Je suis content de voir O'Gorman arriver aussi en Moto 3. Ok. Bah, Antoine, vas-y, toi la parole. Non, bah avec Gwedo, on aime beaucoup Casey O'Gorman parce il a le don d'être irlandais et c'est quand même très chouette. Non, mais c'est rare des pilotes irlandais. Enfin, il y avait Eugene Laverty et il était irlandais et puis dans sa famille il y avait aussi son frère qui roulait, son cousin ou son frère, je sais plus, mais qui roulait sous le drapeau anglais. Bref, sous le drapeau du Royaume-Uni, pardon. Et oui, il est chez 658. Au début, il était censé faire équipe avec le pilote que vous connaissez bien, Noah Detwiller, qui était blessé dans l'énorme crash, qui a laissé sa place en estimant qu'il serait pas prêt pour le début de la saison. Là, il va rouler en championnat d'Italie en super sport, il me semble. Et du coup, ça permet à Léo Ramsdorfer d'arriver. Comme tu l'as dit, Pierre, en fait, c'est hyper drôle parce que c'est un pur produit de la filière KTM. Mais bon, je crois que le train pour monter en mondial ne passe pas deux fois et il a bien fait de saisir l'opportunité avec Honda. Ouais, Léo, qui est un rookie, mais qui est sans doute le plus vieux rookie cette année. J'ai pas tout vérifié, mais il a 21 ans. Donc effectivement, bon, on sait qu'aujourd'hui, il faut quand même être majeur pour arriver en mondial, mais c'est pas, c'est sûr qu'à 21 ans, ça fait un peu, enfin, quand on a vu des Fabio Quartararo arriver très, 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 très jeune, c'est sûr que ça fait bizarre et oui, sans doute que le train ne passe qu'une fois et qu'il faut prendre sa chance. Léo, qui est pas non plus, effectivement très, très brillant, 14e, du championnat junior GP l'année dernière, 13e Red Bull Rookies Cup, c'est toujours beaucoup mieux que moi, encore une fois, voilà, mais c'est pas le favori de ces rookies. Toi, peut-être Nicolas, si t'as un favori parmi ces rookies ou un des noms qu'on n'a pas cité. Bah, moi, je suis très curieux de voir ce que va donner Salmela, justement, déjà parce que alors pour paraphraser Automne, il a le don d'être finlandais, ce qui est quand même, je sais même pas qui était le dernier Finlandais convaincant en Grand Prix, mais il y a des connaissances encyclopédiques dans ce podcast qui pourront me répondre. Saarinen, il était pas finlandais? Si, il y a Jarno Saarinen, et Jarno Trulli, le Mais pilote de Formule 1, doit son prénom à ce mec-là d'ailleurs, pour Mais il y l'anecdote. avait Mika Kallio. Ah, il y a Kallio, voilà, c'est lui Et que je cherchais. Je savais qu'il y avait un Et pilote puis dans en ces eaux-là. Moto 3, il y avait aussi le fils d'Aki Ayo qui maintenant est team manager en Moto 3, mais Niklas Ayo, Ouais, qui mais on avait avait fait des parlé belles courses en Moto 3. Ouais, j'allais dire, on parlait des gens qui ont quand même marqué le mondial parce que Niklas Ayo, Il a fait bon, un super sauvetage à Assen et tout le monde en reparle des années après. Mais ouais, Salmela, c'est vrai qu'il a, voilà, c'est une nationalité exotique, disons, dans le sens où ça change des Espagnols et des Italiens. C'est quand même un beau pays de sport mécanique, la Finlande, et il a un parcours solide quand même dans la petite catégorie. 6 podiums en 12 courses en Junior GP l'année dernière. En Red Bull Rookies Cup en 2024, il finit 4e. Et puis c'est plutôt convaincant. C'est pas étincelant, mais c'est convaincant, c'est solide. Donc j'ai hâte de voir. Il va avoir du bon matériel, une bonne équipe pour les jeunes. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. ouais, tout à fait. Et puis les dernières années, en Rookies Cup ou en Junior GP, ils se sont tapés des Quiles, des Carpe, des Piqueras. C'était pas non plus facile d'affronter de tels talents. Et en parlant de talent au niveau rookie, il y a quand même Brian Uriarte, qui a des armes solides aujourd'hui pour être favori au titre de rookie de l'année. Il est champion junior GP et Red Bull Rookies Cup. Bon, le doublé, ça devient un peu un classique chez les Espagnols rookies qui arrivent en mondial. Il a fait quelques piges, il me semble, en Moto 3 l'année dernière, convaincantes, et il arrive dans le plus gros team du plateau, un des 2 ou 3 plus gros teams à Jo. Ça va être un client, je pense. Je pense que ça va même être un client pour le titre, tout court. Oui. Clairement. Comme un peu qu'il laisse presque la saison passée. Ouais, pour moi, c'est dans la même veine en tout cas. Ouais, pour moi, c'est comme Quiles, comme Acosta, et comme non, Raúl Fernandez, il avait fait une saison avant, mais voilà, c'est le même parcours un peu
qui écrase tout sur son passage. Donc j'ai hâte de voir comment il va convertir ça en Moto3 sur un championnat du monde avec plus d'attentes, plus de pression et des adversaires à un niveau très élevé quand même. Ouais, je vous rejoins. Pour finir un peu, sur le tour des nationalités qu'on voit peu, on a Hakim Danish, hein, qui est malaisien, 19 ans, qui a fini quand même 3e de la Red Bull Rookies Cup en 2025. Donc c'est toujours bien d'avoir des pilotes asiatiques, on n'en voit pas assez. Et en parlant de pilotes asiatiques, donc un japonais, Zan Mitani, 19 ans, 11e du Junior GP l'année dernière et 7e de la Red Bull Rookies Cup avec 2 podiums. Et l'Indonésien, on l'a cité tout à l'heure, Veda Pratama, 2e de la Red Bull Rookies Cup. Donc c'est bien de voir des pilotes, asiatiques arriver aussi forts, enfin en termes de palmarès dans les catégories, avant, parce que souvent, on pouvait avoir des pilotes qui arrivaient mais un peu moins devant. Donc s'ils ont été assez jeunes à l'école européenne, on va dire, ça peut donner des belles choses aussi. Et puis pour finir, on a un rookie qui n'est pas vraiment rookie, mais Marco Morelli. Donc comme tu l'as bien dit Pierre, enfin trouvé, il a déjà fait 8 courses en 2025 en remplacement, notamment chez MLAV Racing, et du coup il sera pas considéré comme rookie, parce que pour ça il faut avoir participé à moins, enfin 6 épreuves ou moins dans la catégorie. Voilà. Exactement, donc c'est un rookie parce que c'est la première fois qu'il est titulaire, mais ce n'est pas officiellement un rookie parce que, il ne rentre pas dans cette catégorie par rapport au règlement. Marco Morelli, pareil, hein, qui est un bon client, je pense, cette année pour faire quelque chose. On l'a vu, très fort et puis qui a une nationalité sud-américaine, même, si, c'est un faux, sud-américain. Par les liens de sang, mais pas trop par par le lieu de naissance et par son là où il a grandi, quoi. Un peu comme David Alonso, qui est un vrai faux Colombien finalement. Exactement, ou Perron, il me semble aussi, dans ce Oui, cas-là. exact. Ouais, c'est ça, tous les mêmes. Et ben voilà, on a fait le tour des rookies. Je pense qu'on va se régaler. Donc ceux qu'on va retrouver accompagnés, qu'on n'a pas forcément cités donc cette année en Moto 3, donc on a l'éternel Yamanaka, Eddie Oshii, on a Nicolas Carraro, on a Adrian Cruces, Cormac Buchanan, Matteo Bertelle, Scott Ogden, Ruche Moodley, David Almanza, Maximo Quiles, Adrian Fernandez, David Munoz, Joel Kelso, Valentin Perron, justement, Joël Esteban, Alvaro Carpe et Guido Pini. Et cette introduction à tous les pilotes de la catégorie me permet de te demander à toi, Nicolas, quels sont tes favoris pour 2026? Moi, pour moi, le gros favori, ça reste quand même Kiles, hein. Il fait une saison 2025 extrêmement solide parce que, alors de mémoire, il finit 3e, c'est ça, en ratant les 4 premières courses? 3e, 3 C'est 3 ça, ou oui. 4 premières. Oui, oui, et il rate le titre de vice-champion à la dernière course, Oui, quoi. c'est Ouais, ça un peu. exactement. Ouais, ouais. Donc Kiles, j'ai beaucoup de mal, j'aimerais croire à quelqu'un d'autre, hein, effectivement, il y a Alvaro Carpe aussi. On parlait d'Uriarte aussi, mais j'aimerais croire à quelqu'un qui vienne le chatouiller, mais j'ai du mal à voir comment ce serait possible parce qu'il a été tellement impressionnant pour sa première saison, et pas complète en plus. Il garde la même équipe technique, là il reste sur la même moto. Euh, j'ai du mal à voir comment ça pourrait lui échapper cette année quand même, hein. Ouais, je suis globalement, enfin c'est difficile de pas être d'accord de toute façon. Après, j'aimerais bien voir Munoz confirmer ce qu'il nous a montré l'année dernière. Il lui a quand même donné du fil à retordre plusieurs fois. S'il arrive à faire une saison complète sur la même dynamique d'avant sa blessure, ça pourrait quand même être un gros concurrent. Après, le problème de Munoz, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va débrancher le cerveau. Mais on va dire qu'il a montré des très belles choses et j'espère qu'il va rester sur la même dynamique. Il avait fait une première partie de saison compliquée sur les attentats, mais il s'était calmé, hein. C'était Ouais, ouais, beaucoup ouais. mieux en seconde partie de saison l'année dernière. Mm, mm. Automne, c'est des favoris ou alors peut-être des outsiders, donc c'est-à-dire des pilotes qui peuvent faire quelque chose quand même, mais qu'on n'attend pas au niveau des favoris. Ouais, bah je pense Guido Pini, puisqu'il a une saison d'apprentissage et là bon, une saison d'apprentissage sur la KTM, il passe sur une Honda, mais je pense qu'il est dans les bonnes conditions pour vraiment montrer toute l'étendue de son talent.
Perronnet aussi, j'en attends beaucoup parce qu'il a montré sur la fin de saison qu'il arrivait à accrocher des très bons résultats. Et voilà, moi je pense qu'il peut encore monter d'un cran. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Nico, pour Quiles, mais il faut pas oublier que, par exemple, Fermin Aldeguer, sa saison de rookie en Moto2, il a fait des courses incroyables. Et il a pas changé d'équipe technique, il est resté dans le même team, bon pour des raisons extra sportives de signature, etc. Mais il avait fait une deuxième saison bien plus en deçà des attentes, quoi. C'est vrai. Donc j'espère que ça arrivera pas à Quiles. En tout cas, pour moi, Quiles est le grandissime favori, mais il peut y avoir quand même Guido Pini ou d'autres profils qui se révèlent au fil de la saison. Je sais pas trop si des anciens pourraient, enfin anciens, ils sont toujours jeunes, mais par exemple Joel Kelso qui faisait des très belles courses l'année dernière, je sais pas s'il arriverait à faire le step qui lui permet de se battre pour le mondial, surtout qu'il est dans un team sur le papier un peu moins performant. Enfin voilà. Il y a Berthellet aussi qui avait fait un très beau début de saison et qui a disparu après ses blessures. S'il revient à son max, il montrait de très belles choses sur les 3 ou 4 premières courses avant sa blessure. Il Oui, avait fait deux exactement. deux Et puis pôles et puis après, 2 podiums, je crois, un truc comme ça de tête. C'est Pini, j'aime bien ce pilote, mais je trouve dommage qu'il soit. J'ai peur que la Honda est un peu moins homogène en performance que la KTM. J'espère que ça va pas stopper sa progression, même si on sait que le team Léopard est un team qui est hyper solide pour préparer les pilotes et pour aider les jeunes à percer. Mais ouais, j'espère que il va pas regretter d'être parti sur une moto qui sur le papier est un peu moins homogène en tout cas. bah écoute, ça me fait penser à Quartararo quand il était arrivé, une saison chez Monlao, et après il est passé chez Léopard et ça l'avait pas mal déstabilisé ce changement de moto. C'est bien vrai. Et est-ce qu'on a des pilotes ou voilà qui doivent vraiment, s'ils veulent penser à garder leur place en mondial, se bouger un peu ou faire des meilleurs résultats que ce qu'on a pu voir la dernière saison ou la saison d'avant? Je pensais notamment moi personnellement à un Yamanaka ou potentiellement à un Moodley parce que j'adore, mais clairement s'il fait une saison sans progresser, ça va être compliqué pour lui de garder sa place en mondial, Gueno. Bah, un peu dans la même veine, mais il y avait Oshie que j'aimais beaucoup, que j'aurais bien aimé voir commencer à performer un peu parce que on l'a ouais, on l'a pas vu de la saison dernière. Euh, et puis Buchanan aussi que j'aimais bien. C'était ceux que j'avais bien aimé quand j'avais regardé le documentaire sur Canal. Mais donc c'est les deux qui me viennent en tête. Mais ouais, oui, je vais rester sur ces deux-là. Je rajouterais Scott Ogden aussi. Je prendrais les mêmes que Gueno. Je suis complètement d'accord. Et je rajouterais Scott Ogden aussi, qui doit confirmer parce que ça manque quand même beaucoup trop de régularité, de performance. On le voit faire quelques coups d'éclat, mais ça reste quand même beaucoup trop rare pour justifier d'avoir une bonne place. Et beaucoup de chutes et d'erreurs aussi. Donc là, il faut quand même sortir de ça. Et c'est sa 3e saison, je crois, en Moto 3. Donc ouais, non, là, faut quand même, voilà, il faut confirmer et montrer qu'il mérite sa place tout simplement. Ouais, je confirme. Et puis je pensais aussi du coup en voyant la liste à David Almanza aussi. Ça fait 3 ou 4 saisons qu'il est là. Il a parfois été un espoir, mais ça devient euh, une saison où faut qu'il perce s'il veut penser à monter en Moto 2, où ça risque d'être compliqué de faire une McPhee quoi. Complètement. Et puis il faudrait rajouter Nicolas Carraro, parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est là. Son arrivée en mondial, ça s'était passé très très vite. Il avait fait des remplacements en 2022. Donc c'était très tôt dans sa carrière, mais maintenant qu'il a eu plusieurs saisons en mondial, il faut vraiment qu'il fasse de meilleures places. Hmm. Sinon, ça va faire comme Riccardo Rossi, comme d'autres Italiens qui étaient là, mais qui n'ont jamais passé le stade de la Moto 3, quoi. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, est-ce que l'un de vous veut rajouter un mot sur le Moto 3? On souhaite que la saison se passe, même si vous avez clairement fait part d'une préférence évidente pour Quiles et un titre dès la mi-saison, j'ai compris. On espère que les courses vont être aussi passionnantes à suivre que les saisons précédentes et que la Honda sera au niveau de la KTM pour des belles bagarres. Absolument. Et ben sur ce, on peut passer à la catégorie au moteur préféré de Gueno. Yes.
On est On deux, est on est deux. deux. On est deux maintenant. Ah, Ouais, vous ouais. êtes deux. Ah, bouh. Non, c'est toujours mieux que les 4 cylindres Honda qu'il y avait avant. Merci. Il faut bien l'admettre. Donc, le Moto2, vous l'aurez compris, la catégorie intermédiaire. 3, 4, 5 rookies cette année. Donc, le champion du monde Moto3 en titre, Rueda, qui arrive chez KTM Ayo. Angel Piqueras, donc le vice-champion du monde Moto3 2025, qui arrive chez MSI Kuichi Motor. On a le japonais Furusato qui monte de Moto3 après sa P8 au championnat en 2025. Je crois qu'il avait fait pareil en 2024 dans le team Onza Asia. Et Luca Lunetta, il est là, regarde, tu l'as retrouvé, Gweno, qui arrive justement donc chez le team Speed RS, l'ancien team Speed Up. Donc qui a fait P12 en Moto3 en 2025, et Alberto Ferrandez, 4e du CVV. Alors, Moto2, je crois qu'on l'appelle plus comme ça, mais Moto2 Junior GP, je sais plus comment on l'appelle, en 2025 et 2024, qui arrive chez Pramac et Yamaha. Donc c'est 5 pilotes au parcours différents, en tout cas notamment pour Alberto Ferrandez, qui a fait des remplacements, il me semble, en 2025. Sinon, à part ça, la grille sera composée de Sergio Garcia, d'Ivan Ortola, de Barry Baltus, Jorge Navarro, Alex Escric, Philippe Salach, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Joe Roberts, Daniel Munoz, Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Izan Guevara, Aaron Canet, Denis Sonchou, Mario Hari, je sais pas comment on dit, pardon, Ayumu Sasaki, David Alonso, Senna Adius, Zonta van der Kuberg, Colin Verrer, Daniel Olgado et Adrien Huertas. Donc une belle grille. Peut-être un commentaire sur ces arrivées, Gweno, ou les départs pour ceux qui sont partis dans d'autres catégories, voire en MotoGP. Déjà, une grande pause à Dixon qui part en Superbike. Enfin, voilà. J'aime bien, hein, mais je suis content d'aller le voir en Superbike. Il avait fait un peu son temps en Moto2. Non, pour le coup, je parlais de Lunetta tout à l'heure, je suis quand même assez surpris de le voir monter, parce que P12 ou P13, je sais plus, en 2025, P12, c'est marqué ici. Ouais, c'est étonnant, mais pourquoi pas. J'avoue que depuis la signature d'Aldeguer par Ducati, je me méfie maintenant. Quand il y en a un qui est signé et que je trouve bizarre, je fais confiance au team. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu. Et après pour Furusato, je suis content de le voir monter parce que c'est vrai qu'il montrait de belles choses, mais qu'il avait toujours. En fait, il a fait beaucoup de courses où il manquait un truc. On le voyait souvent aux avant-postes et dans les derniers tours, il tombait ou il se faisait prendre 2-3 places. Et je suis content quand même de le voir monter, même si c'est pas le pilote qu'on voit comme champion du monde. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, même si je m'attends pas à des éclats, mais je suis content de le voir évoluer. Et après, sinon pour les autres, c'est assez logique, hein. Même si Piqueras, j'aurais bien aimé le voir prendre un titre avant de monter. Ça reste tout à fait logique de le voir monter, en Moto2. Tout à fait. Ouais. Mais pour Lunetta, en fait, il a été blessé une partie de la saison et aussi, donc ce qui explique sa place finale au championnat. Et aussi, il était devenu très grand pour la Moto3, donc je pense que ça a influencé son choix de monter de catégorie. Ah, OK. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il était, je crois qu'il fait plus d'1m75 et il était super grand pour le Moto3, ça le gênait plus qu'autre chose, donc c'est pas un mauvais plan, même si les résultats sont pas forcément assez brillants, disons, sur le papier pour monter en Moto2. C'est pas forcément un mauvais plan de monter tôt et d'être sur une moto qui va mieux lui convenir. Ouais, Ouais. effectivement. Bon, il sera sur le châssis Bosco-Scuro. On a toujours du mal à situer ce châssis par rapport au Calex en début de saison. C'est souvent la loterie, hein. On sait jamais à quel niveau ils vont être. Donc à voir. Parfois, c'est difficile, hein, quand même. Ouais, et puis un autre châssis qu'il faut mentionner, c'est quand même Forward qui fait de la résistance, qui est toujours là à faire leur propre moto. Et donc pour la présentation, c'était pas les carénages qu'il y aura pendant la saison, mais j'ai vu passer des plans et je pense qu'on peut s'attendre à des carénages très novateurs avec des formes qu'on n'a pas vues par le passé. Et surtout qu'Alex Escric, c'est pas un mauvais pilote, hein. Oui, il a juste le malheur d'être chez Forward. C'est ça. Eh ben, très bien. Eh ben, dans ce cas-là, je pense personnellement que les favoris cette saison sont Manuel Gonzalez, David Alonso et Daniel Olgado.
Automne, je te pose la question, est-ce que tu en vois d'autres ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Moi, je sais pas trop comment Gonzalez va se remettre de la désillusion de 2025. Ouais. Donc Alonso et Holgado, c'est sûr, et je mettrais même plus Holgado que Alonso. Mais bon, peut-être que je peux me tromper. Et aussi, j'espère beaucoup des victoires de Baltus et qui continuent de se battre pour le titre avec une issue plus heureuse que 2025. OK. Gwenno, un avis, toi, sur tes favoris? Moi, je porte la poisse, donc je vais pas le dire, mais ce sera pas Holgado et ce sera pas Gonzalez, mais je le dirai pas. Non, pour Gonzalez, moi, alors, j'en profite qu'Ophi soit pas là, sinon il m'aurait tapé sur les doigts, mais j'y ai jamais cru. J'ai toujours trouvé enfin, j'ai jamais cru à son titre, je veux dire. J'ai toujours trouvé qu'il manquait de quelque chose même en vous regardant, j'avais pas trop le définir, mais il m'a toujours fait l'effet d'un pilote, à qui il manquait un petit truc pour être, au-dessus des autres, quoi. Donc j'ai un peu de mal à le voir rebondir et dominer la catégorie. Et à Olgado, il était tellement impressionnant. C'est vrai que même si j'adore Alonso et que j'espérerais vraiment le voir gagner, spontanément, c'est quand même celui que je qualifierais comme favori. Il a été vraiment au-dessus. Il a fait une saison de rookie similaire à celle d'Acosta. On sait que pour le passage Moto 3 à Moto 2, c'est compliqué, donc c'était vraiment remarquable. C'est vrai que naturellement, c'est plutôt vers lui que je me tournerais. Mmh. C'est intéressant ce que vous dites de Gonzalez, je le vois pas du tout comme ça. C'est pas pour moi, c'est pas un downfall, comme un Sergio Garcia a pu le faire l'année d'avant. Ah oui, non, loin de là. Oui, il a perdu le titre alors qu'il avait toutes les cartes en main pour le jouer parce qu'il a une belle avance au championnat, mais j'ai pas trouvé que c'était dans des aussi comment dire? Qui s'était écroulé comme avait pu faire Garcia, je pense qu'il a essayé de faire de la gestion de championnat et ça n'a pas fait. Oui, et puis il a pas été aidé par son équipe, quoi. Oui, 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 parce qu'il a clairement, été ouais. En plus, ouais. disqualifié, il me semble, en Ah, Indonésie, je il crois. perd 20 points de mémoire, peut-être Ouais. pas 20, j'exagère, mais Non, non, c'est ça. Mmh. ouais, c'est ça, ouais. Il Il perdait un perd énormément podium. de points, donc ça déstabilise quand même sur une fin de saison quand tu te bats pour le titre. Tu parlais du downfall de Sergio Garcia, bah il est revenu et il est chez Gresini, donc j'espère qu'il va reprendre le fil de sa progression et montrer tout ce qu'il avait pu montrer en piste quand il était quasiment en tête du championnat et que tout s'est un peu déréglé. Nicolas, je t'ai pas interrogé sur tes favoris ou tes outsiders. Bah, à peu près pareil. Alors par contre, contrairement à Bueno, moi j'aime beaucoup Gonzalez. Moi j'aime bien. Moi Ah, mais j'aime bien j'ai ce rien mec. Il contre lui, est. hein. Oui, oui. Non mais après je vois ce que tu veux dire. Il manque peut-être un petit peu de panache. Il y a peut-être de ce déclat, disons. En fait, c'est que je le vois un Euh, peu comme un Augusto Fernandez, quoi. C'est pas, Qui a remporté le titre. oui, mais c'est pour ça, c'est pas forcément péjoratif, mais pas un pilote étincelant, quoi. mais je pense que pour Alonso, je pense que des trois, c'est celui sur lequel il y a le plus de pression parce qu'il a pas le choix. Et je sais pas si je suis pas certain qu'il ait une place, on en avait déjà parlé en fin de saison dernière. Je suis pas certain qu'il ait une place en MotoGP, même s'il finit deuxième cette année. Je, je sais pas. Justement pour ce qu'on vient de se dire, parce que quand tu le compares à Alonso, qui est souvent comparé aux meilleurs, hein, à Costa, Marquez, etc., ou un Holgado qui est lui aussi brillant, qui a fait une très grosse première saison. C'est vrai qu'il est un peu voilà, il est un peu en dessous, un peu moins éclatant, un parcours de carrière un peu différent. Et je pense que s'il gagne pas cette année, en fait, pour moi, Gonzalez, tout résultat autre que la victoire sera mauvais pour lui, Pour Gonzalez, oui. pour Gonzalez. Oui, on est d'accord. Il va falloir être costaud parce que Holgado s'est très vite adapté, il a fait une belle saison. Alonso a mis un peu de temps, il a dû remettre en cause certains choix, notamment dans son pilotage, mais il a réussi à faire une grosse deuxième partie de saison. Il y a des clients, il y a Baltus qui va viser encore mieux que la belle saison qu'il a faite l'année dernière. Bon, Canet, moi j'y crois pas, un peu une seule seconde, donc voilà. Donc, mais voilà, j'aimerais beaucoup pour l'histoire. Je trouve que ce serait joli que Gonzalez gagne et qu'il monte en MotoGP, mais ouais, ça va pas être simple du tout. Ouais, j'entends, c'est sûr que Gonzalez, même s'il gagne le championnat, voilà, je pense que je vous rejoins. Peut-être qu'il y a un manque de charisme chez ce pilote, qui fait qu'à la télé, il passe
il marque pas les esprits. Et le fait que son passeport soit espagnol, c'est sûr que voilà, David Alonso, il a un caractère beaucoup plus dans les interviews, etc. Il dégage quelque chose, et en plus il a un passeport colombien, c'est sûr. Donc tout ça va jouer pour une montée en MotoGP. Aujourd'hui, on sait que c'est très regardé. Et en parlant de passeports un peu différents, tu as cité Baltus, Nicolas, mais on peut aussi noter Honshu, on peut noter Verreur, que moi j'ai classé dans les outsiders, qui potentiellement, s'ils font des top 5, top 4 au championnat avec des victoires et des podiums, ça peut aussi aller les chercher de ce côté-là pour faire monter les pilotes en MotoGP en 2027. Hein. Bah, après, à partir du moment où Toprak a même pas mis Honshu dans les pilotes capables de viser le titre, moi j'y crois pas. Ceci dit, j'ai pensé après, il dit peut-être ça parce comme il le côtoie, il sait peut-être, enfin, comme il a été blessé l'année dernière, Honshu, peut-être qu'il se remet mal de sa blessure et que Toprak le sait ou un truc comme ça. Ou alors c'est Ou pour alors l'énerver. peut-être qu'il y a une histoire de ouais, ou l'énerver, ou superstition, et il veut pas lui porter la poisse. Je connais pas assez la culture Moi non turque plus. pour me prononcer. Par contre, j'ai mis Canet aussi en outsider, et excusez-moi, mais toi, Nico, non, t'y crois plus du tout, quoi. Canet, faut arrêter. C'est. Je dis pas qu'il va remporter le championnat, hein, mais être Non, solide. bien sûr. Ouais, je sais pas, moi, à chaque fois, juste d'entendre le prénom Canet, moi, je souffle. Enfin, le nom, pardon, Canet. Je souffle parce que. Et voilà, genre, en fait, je suis même à court de mots, quoi. Ça va encore finir 4e ou 5e au championnat, un bon début de saison. Tout le monde, il va avoir des nouveaux tatouages. Tout le monde se dit, ah, ce nouveau tatouage, il va le faire aller plus vite. Et puis voilà, ça va rien faire. Non, c'est pas vrai, il Mais y a les plus de gars, je place. comprends pas. Vous aimez pas les pilotes qui ont pas de personnalité, genre Gonzalez qui fait un petit au rabat ou Augusto Fernandez. Et puis après, quand il y a un pilote qui a une énorme personnalité envahissante, bah vous aimez pas non plus. Mais parce que ça fait 1000 ans qu'il est là. Ouais. En fait, c'est ça le problème. Et C'est que ça fait trop longtemps qu'il est là, et quoi. que, Et et puis que tous les ans, on a un article, si je suis pas monté en MotoGP, c'est à cause de mes tatouages. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est Non, ça. mais je pense qu'il va quand même nous claquer 1 ou 2 victoires en vieux de la vieille, et puis après, il va partir en Superbike. Oui, il va devenir Vietti, quoi. Elle est pas Et là, j'en profite. En parlant de Vietti, moi je l'ai classé pilote qui cherche la lumière, donc avec Sergio Garcia, c'est-à-dire plus aucun espoir pour eux, mais bon, peut-être parce qu'on a vu un jour un talent quelque part dans ce pilote, potentiellement ils peuvent ressusciter, non? Qu'est-ce que t'en penses, Automne? Je le trouve très très dur avec Vietti, et c'est pas parce que j'aime beaucoup Ophélie que je dis ça, mais je pense que au contraire, il peut rebondir, et il sait qu'il a une voie quand même plus facile que les autres pour monter en MotoGP à travers la VR46, même si Boulega prétend aussi à cette place-là en 2027. Et du coup, il va s'appliquer à faire des belles courses pour essayer de monter en MotoGP. Moi, je suis d'accord. Il va gagner à Spielberg et à Misano. Et puis voilà. Gono qui est déjà en train de placer des paris. Bah, c'est Ceci dit, régulier. c'est pas un pari, c'est On dit assez toujours, sûr quand même. bah ouais, on dit toujours qu'il est pas régulier. Il gagne les mêmes courses tous les ans. C'est dommage voilà, il a pas beaucoup, mais c'est tout le temps les mêmes. Non, par contre, on est passé vite dessus, mais moi, c'est Verreur, j'y crois beaucoup. Je trouve qu'il a montré vraiment belles choses en fin de saison. Et je pense qu'il peut, il a beaucoup chuté, mais si on passe ça, je pense qu'il peut faire une belle saison. Peut-être dans le top 7, quoi. Ouais, moi c'est des pilotes, Webber, Baltus, effectivement, qui peuvent déclencher quelque chose cette année, et effectivement c'est à surveiller. On n'a pas cité de rookie dans tout cela, notamment dans les favoris, contrairement au Moto3, il y a aucun rookie que vous voyez qui va casser la baraque, un Piquet Arras, ou le champion du monde en titre, Rueda. Non, casser la baraque, je suis pas persuadé, parce que il y a quand même de gros clients qui ont de l'expérience devant, et va falloir se faire de la place pour les rookies. La saison est ouverte, mais pour un rookie, j'ai du mal à voir quelqu'un arriver et gagner 1 ou 2 courses, oui, mais pas au-delà de ça, je pense. Un peu à la Olgado l'année dernière, quoi. Ouais, voilà. Ce qui est difficile, c'est que Rueda, il arrive et bon, il a l'air d'avoir bien guéri, mais on connaît pas non plus exactement son état de préparation dans la trêve hivernale, vu qu'il a dû se remettre d'une blessure. Piqueras, c'était
pas non plus transcendant. Peut-être qu'il peut trouver un nouveau souffle en Moto2, mais il y a pas un grandissime favori comme quand, par exemple, Marquez montait de 125 ou alors, quand Acosta montait de Moto3 et qu'on se disait qu'il allait tout de suite tous les éclater, quoi. Puis Rueda, il a mis du temps à performer en Moto3. C'est vrai que s'il a besoin du même temps en Moto2, ça peut mettre 1 ou 2 saisons pleines à trouver son rythme. Mmh. Ouais, Ouais. effectivement. Moi, je pense qu'on peut rajouter un truc sur Colin Veier, c'est que avec le changement de main du MotoGP et le fait que maintenant il y a une vision beaucoup plus calquée sur la F1, ils voudront peut-être faire monter un Néerlandais en MotoGP en connaissant la passion pour les sports mécaniques des Néerlandais qu'on voit en F1. Donc s'il fait une belle saison, peut-être que ça peut lui ouvrir les portes. Et après, pour les pilotes qui recherchent la lumière et qui sont vraiment au bout du rouleau, je pense qu'on peut mettre Joe Roberts aussi parce que C'est vrai. je sais pas trop ce qu'il va faire cette saison, mais en tout cas, pour le coup, lui, le train, il est passé et je suis pas sûr qu'il repasse. Il est passé dessus, je dirais même, le train. Oui, c'est ça, il s'est fait rouler dessus par le train, exactement. Ouais, non, je l'avais oublié, tu vois, j'avais tellement oublié. Il fait partie des meubles maintenant. Juste, dans le, parce que je pense à ça, en parlant du passeport de veilleur, il y a un qui est un peu dans la même catégorie, c'est Ajus. Si Miller part, ce qui, j'imagine, devrait, sans dire que c'est l'année prochaine, mais ça va quand même se présenter dans un avenir proche, peut-être qu'il pourra, s'il performe un peu plus que l'année dernière, il peut peut-être prétendre à une place en MotoGP aussi grâce à ça, même si je trouve toujours que c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais ça peut jouer en sa faveur, quoi. C'est vraiment triste que Manuel Gonzalez se soit pas trouvé un grand-parent vénézuélien ou équadorien ou paraguayen ou C'est je ça. sais Là, pas, mais pas de bol. Toujours demander la nationalité qatari et voilà, hein. On peut essayer. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour du Moto2. Pas de gros changements de règlement cette année en Moto2. Maintenant que les Pirelli sont bien implémentés, les teams Bosco-Scuro va rester avec 6 machines. Forward, tu l'as dit, 2 machines et le reste du plateau en Calex. Voilà, on va clôturer cet épisode donc sur le Moto2. On se retrouve dans quelques temps pour l'épisode sur le MotoGP. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gweno, Auton et Nico. Merci à vous. Merci à toi. merci à toi. beaucoup. Salut.